Bienvenue sur Géopolitis. Ces images ont fait le tour du monde. Le musée de Mossoul, pris d'assaut par les terroristes de Daesh, la destruction systématique de tout un patrimoine, une mise à sac méthodique des collections. C'est tout le riche passé de la Mésopotamie qui est ainsi vandalisé. Et c'est là l'une des conséquences de la prise du pouvoir par les extrémistes de l'État islamique autoproclamé en Syrie et en Irak. Et comme ce mouvement, Daesh a créé sa propre agence vidéo de communication, la planète entière a pu visualiser ce que le vandalisme à prétention religieuse peut offrir de pire à l'humanité. Ces images, elles datent du 26 février de cette année 2015. Je vous livre cette revendication du groupe État islamique telle qu'elle a été sonorisée dans ce document de 7 minutes. Je cite: « L'État islamique nous a envoyés pour détruire ces idoles parce qu'elles sont vénérées à la place de Dieu. » Fin de citation. Détruire les images ou les objets du passé, c'est malheureusement un fait assez constant dans l'histoire du monde. Géopolitis décrypte ce phénomène récurrent. Donc, il y a eu Mossoul et son musée dévasté, mais il y a aussi eu le saccage de Nimroud. Nimroud, cité vieille de 3000 ans, dont il est fait mention dans la Bible. Il y a eu encore l'attaque sur Khorsabad, la capitale de ce qui, au 8e siècle avant Jésus-Christ, était l'Empire assyrien. Sans oublier la destruction au bulldozer de trésors archéologiques à Hatra, cité classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On croit comprendre que le but de toute cette folie destructrice, c'est ni plus ni moins la volonté d'anéantir la mémoire de toute l'antique Mésopotamie, cette Mésopotamie qui, 3000 ans avant Jésus-Christ, aura été le berceau de l'écriture. Ultime souhait de ces djihadistes, effacer toute trace de ces civilisations pré-islamiques. Voyez cet extrait d'un reportage d'Abraham Ziziadis. Les habitants de Mossoul n'en reviennent pas. Le mausolée supposé du prophète Jonas, cité par les musulmans, les chrétiens et les juifs, a été désintégré par les nouveaux dirigeants de la ville, l'État islamique. Comme les talibans avec les Bouddhas d'Afghanistan ou AQMI avec la bibliothèque de Tombouctou, les intégristes s'en prennent donc à ce qu'ils considèrent de l'idolâtrie. D'ailleurs, leur chef autoproclamé calife n'avait pas caché ses intentions. Et pour lui, le mois de Ramadan est propice à l'élimination des symboles détestés. Sur d'autres vidéos amateurs non authentifiées, la tombe supposée du prophète Jonas a été saccagée il y a quelques jours. Certes, les condamnations en Occident se multiplient. La directrice générale de l'UNESCO parle, je cite, d'un nettoyage culturel. Pour le secrétaire général des Nations Unies, il s'agit d'un crime de guerre, des condamnations qui concernent ce que l'on voit, les destructions, mais qui ne prennent pas encore en compte ce que l'on ne visualise pas, à savoir, au-delà du saccage, le pillage de milliers d'objets d'art. Un marché particulièrement lucratif, une activité de type mafieux, qui se développe d'autant plus qu'il y a partout dans le monde des collectionneurs, des passionnés d'art qui parfois même passent commande et organisent des circuits de pillage. En France, la Révolution n'avait pas donné que le meilleur exemple. La fureur populaire s'en était pris au pouvoir ecclésiastique et aux biens religieux. Pillage et destruction de l'abbaye de Cluny, actes de vandalisme répétés sur Notre-Dame de Paris, saccage de la galerie des rois, de la façade et pillage du trésor. En 1793, c'est la violation des caveaux des rois de France dans la basilique Saint-Denis, un acte politique voulu, commandé et supervisé par ce qui, en ces années de terreur, s'appelait le Comité de salut public. Citons aussi le sac de Rome en 1527, lorsque les troupes de l'empereur Charles Quint détruisirent Rome et son patrimoine artistique. Beaucoup plus récemment, comment ne pas évoquer la destruction des 3 Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, 3 grandes statues, la plus grande faisait 53 mètres de haut, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et détruites à l'explosif par les talibans qui les considéraient comme des objets impies. Au Mali, en juin 2012, les djihadistes de différents mouvements affiliés à Al-Qaïda avaient détruit plusieurs des mausolées de Tombouctou, y compris celui de la Grande Mosquée, considérant que la vénération des saints relevait de l'idolâtrie. Enfin, en Syrie, bombardements et affrontements armés ont eu raison de la mosquée des Omeyyades à Alep,
une merveille archéologique dans cette ville où le peuplement remonte à 7000 ans. Ce sont des restitutions qui ont valeur de symbole. 600 pièces et œuvres d'art ont été rendues au musée de Bagdad, qui vient de rouvrir ses portes au moment même où les extrémistes de Daesh font parler d'eux. Des pièces qui, pour la plupart, reviennent des États-Unis, où elles ont été récupérées par les autorités soucieuses d'effacer les mauvais souvenirs de 2003, lorsque, parallèlement au début des opérations américaines pour se débarrasser de Saddam Hussein, tout le musée de Bagdad avait été pillé. Cela dit, ce qui a été restitué ne représente qu'un cinquième environ de ce qui a disparu. Autre geste symbolique, mais ce sera pour l'année prochaine, le musée du Louvre organisera une exposition exceptionnelle consacrée à la Mésopotamie. Enfin, sur un plan plus policier, on va finaliser une liste rouge des antiquités irakiennes qui sont portées disparues afin que les différents services de douane puissent éventuellement localiser toutes les sources de trafic. C'était en 1970, au siège parisien de l'UNESCO, on venait enfin de promulguer une convention propre à la défense du patrimoine mondial. Il s'agissait d'interdire et surtout d'empêcher l'importation, l'exportation et le commerce d'œuvres d'art dont la provenance était jugée illicite. Un texte qui en a inspiré d'autres, à l'image de la Suisse qui, il y a tout juste 10 ans, a voté une loi dite LTBC, loi sur le transfert des biens culturels, mais chacun sait que de telles législations, pour strictes qu'elles soient, ne peuvent pas à elles seules enrayer tout le trafic d'objets volés. L'invité de Géopolitis, Marc-André Haldiman, vous êtes docteur en archéologie, vous êtes chercheur à l'université de Berne. La Mésopotamie et ses trésors, vous les connaissez. Avant de revenir sur ce chapitre du pillage des biens culturels, un mot de vous, quand on voit des images de destruction comme ça, ça fait mal au cœur? Affligeant. Affligeant parce qu'on voit deux guerres se dérouler en même temps. D'une part, une guerre vis-à-vis de la mémoire des populations qui sont victimes de ces conflits, et donc l'annihilation de leur passé. Et d'autre part, simplement la dilapidation d'un patrimoine qui est commun à l'humanité entière. Et là aussi, c'est une désolation. À votre avis, pourquoi détruisent-ils tous ces objets d'art? Quelle est la raison fondamentale? Pourquoi vouloir à ce point anéantir le passé? Alors, il y a une raison première qui est d'ordre de la propagande, c'est faire table rase d'un passé, c'est faire table rase de ce qui est un symbole d'unification pour des populations qui ont des origines très variées. Vous savez que le Proche-Orient est extrêmement varié à ce niveau-là. Et donc, c'est faire table rase et proclamer l'islam, mal compris d'ailleurs, comme valeur suprême, abolissant toutes les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut rien voir de ce qui aurait précédé le prophète. Rien de ce qui précède le prophète n'a de valeur parce que ça relève des idoles. Et donc là, c'est de nouveau une lecture pervertie du Coran, parce qu'en réalité, le Coran est beaucoup plus ample que ce discours réducteur. Alors, des idoles, c'est ce qu'ils disent. Mais ce ne sont pas des idoles. Pour vous, ce sont des objets qui témoignent simplement de la richesse du passé. Tout à fait. Et c'est donc fondamental parce que c'est la démonstration matérielle d'un parcours dans le temps, d'un parcours qui est celui des sociétés actuelles aussi. Et donc, à partir de là, les détruire, c'est remettre en question l'existence même de ce qui fait notre monde actuellement. Alors, tout cela, c'est ce que l'on voit, si j'ose dire, malheureusement, avec des images fournies par ceux-là même qui commettent ces exactions. Puis, il y a ce qu'on ne voit pas, et c'est un chapitre qui vous intéresse, c'est tout le pillage, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ces objets qui disparaissent et qu'on va retrouver sur le bois, à Genève, à Londres, à Paris, oui. Parce qu'il y a des collectionneurs que ça intéresse. On les retrouve à l'échelon mondial, et c'est bien là le deuxième volet qui est le plus tragique, parce que là, les caméras ne sont pas présentes, et c'est bien malheureux d'ailleurs. En réalité, au-delà de ces images de destruction qui nous choquent, c'est aussi attirer l'attention et peut-être même renforcer la valeur sur ces objets que l'on pille en toute discrétion et en parfait silence. Seuls les satellites repèrent ces destructions qui s'étendent de manière inquiétante et donc, à partir de là, faire augmenter les valeurs ou sur les marchés des antiquités, parce que ces marchés-là... Parce qu'il y a un marché.
Il y a un marché donc, des antiquités. Il y a des acheteurs, donc il y a peut-être des commanditaires même. Alors, les commanditaires, on peut en douter, parce qu'en fait, il est très difficile de commanditer un type d'objet précis. Le pillage se fait à l'aveugle, et donc les objets qui sortent au hasard. Donc, commanditaire, on n'y croit pas trop. Par contre, le fait même qu'il y ait plus de collectionneurs sur notre planète que jamais, on parle d'environ 70 millions de collectionneurs, tout type de collection confondue, crée une demande infinie. Et ce sont des gens qui peuvent mettre des millions de dollars sur la table. Certains, oui, certains, non. Vous savez, les collectionneurs se ressemblent au fond à notre société. Il y a les grands collectionneurs et les petits collectionneurs. Les petits collectionneurs seront contents avec une monnaie que vous achetez à 20 €. Les grands collectionneurs auront à cœur d'avoir des objets phares, spectaculaires, parce qu'il s'agit toujours d'une histoire de prestige. Et au fond, l'origine de l'archéologie remonte justement à cette histoire de prestige. À l'origine, celui des princes, après celui de ce monde de l'Europe des nations qui se reconnaît par ses aventures coloniales qui se traduisent par la venue dans nos musées, qui était une création nouvelle, il faut le rappeler alors au XIXe siècle, de collections absolument passionnantes qui viennent notamment de Mésopotamie. On voulait quoi? On voulait justifier l'action coloniale? Non, c'est plus exactement une légitimation. Oui. On reconnaît comme valeur fondamentale la légitimité de ce monde européen par le fait qu'il garde des témoignages de l'Antiquité. Oui. Et cette Antiquité va se retrouver aussi dans les pays colonisés. Donc ça augmente le prestige de l'État qui colonise, puisque sa colonie contribue à cette richesse qu'il préserve. Et il y a donc une différence de fond, et elle est extrêmement importante, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la provenance de ces objets est précisément documentée, elle est bien souvent publiée dans des études savantes, et donc en réalité, on a effectivement un maintien du patrimoine qui se joue. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait contre ce trafic d'objets d'art en provenance de Mésopotamie? Mais il y a bien sûr d'autres marchés qui sont intéressés. Est-ce qu'on a à disposition une législation suffisante? Qu'est-ce qu'on fait pour enrayer ce trafic? Alors justement, c'est là où depuis la Deuxième Guerre mondiale, on se débat avec un mal qui devient de plus en plus planétaire. C'est que la demande est exponentielle. C'est ce lien entre le terrain qui est essentiel pour les objets archéologiques, il faut le rappeler. C'est fondateur pour son intelligence et pour ce que l'objet nous témoigne, a disparu. Maintenant, seul compte la présence de l'objet et seul compte la beauté esthétique, qui évidemment est une valeur résiduelle par rapport à tout ce que l'objet peut apporter. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Dans ce contexte, les archéologues ont tiré un signal d'alarme clair depuis 1970, la Convention de l'UNESCO, depuis 2005 en Suisse, promulgation de la loi sur le transfert des biens culturels, et donc les bases légales à l'échelon des nations se mettent en place. Il y a donc dorénavant lutte annoncée, ouverte contre ce trafic illicite, et donc à partir de là, on va vers une situation où on regarde de plus en plus près la provenance des œuvres. Il y a prise de conscience, et ce qui est aussi fondamental, c'est la prise de conscience du monde des musées. L'ICOM, qui est l'organisme international des musées, a mis en place un observatoire du trafic illicite qui est capital parce qu'il alerte tout le monde des musées sur la provenance des objets qui peuvent se trouver actuellement sur le marché des antiquités, voire a fortiori dans les collections privées. Et donc, c'est fondateur parce que, de nouveau, le monde des musées sera appelé, au terme de tous ces parcours de collections privées et de vente aux enchères, ce seront les derniers dépositaires et il faut commencer à se poser sérieusement la question de que faire de ces objets. Merci Marc-André Haldiman. Je rappelle que vous êtes docteur en archéologie, chercheur associé à l'Université de Berne. Merci à vous. A priori, il y a quelque chose de choquant à s'attacher au sort des objets en Syrie, en Irak ou ailleurs au Proche-Orient, alors que là-bas, c'est le destin de centaines de milliers d'êtres humains qui est en train de basculer. 220 000 morts en Syrie déjà, et ce n'est qu'une estimation. Ce serait pourtant une erreur de dissocier les deux, le sort des choses et le destin des hommes. Tout est lié. Ce qu'il faut dénoncer indistinctement, c'est la folie et l'ignorance de ces extrémistes qui osent parler au nom de leur religion et qui disent trouver dans leur religion, en tout cas dans l'idée qu'ils s'en font, les justifications nécessaires pour tuer, détruire ou piller. Situation pour le moins effrayante d'une volonté de s'en prendre à la fois au passé, au présent et même au futur d'une nation.
saccager les vestiges d'un passé jugé idolâtre et donc inutile et dangereux, massacrer toute une population condamnée pour avoir persisté à ne pas partager les mêmes croyances religieuses, et enfin prétériter gravement le futur, politiquement, économiquement et culturellement, au motif que c'est ainsi que Dieu en aurait décidé. Comme quoi, à la folie et à l'ignorance, il convient d'ajouter un troisième trait de caractère de ces djihadistes, c'est l'arrogance. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions à cette édition sur ces destructions patrimoniales au Moyen-Orient. À votre disposition, des séquences vidéo, des sites internet, de l'infographie, des archives. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.